Facilité de gestion avec l'évolution de l'infrastructure selon les besoins. Pour ça, j'ai une solution qui s'appelle Capacity IQ. Capacity IQ, ça va être, on va dire, c'est une appliance que je mets sur mon réseau et qui va aller écouter les machines virtuelles. Et à partir de cette information, donc consommation CPU, mémoire, etc., je vais pouvoir faire de l'analyse de tendance. Pouvoir savoir, par exemple, que si je continue avec cette création de machines virtuelles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la grosse problématique qu'on a avec la virtualisation, c'est qu'on devient très vite boulimique de création de machines virtuelles. Si je crée une machine virtuelle parce que je veux modifier juste un petit truc, donc je fais un clone, etc. Donc de 50 VM, j'arrive très vite à 200 VM. Et donc le principe de Capacity IQ, ça va être de pouvoir savoir, par exemple, aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai en termes de machines virtuelles, par exemple, est-ce que d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, les ressources physiques que j'ai sont suffisantes pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Et du coup, je vais pouvoir, par exemple, anticiper ma commande en termes de stockage, en termes de ressources serveurs, avec l'outil Capacity IQ. Je vais avoir la possibilité de créer des scénarios, ils appellent ça des scénarios what if. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais ça, etc. Donc ça, c'est Capacity IQ. Et puis si je fais de l'analyse de tendance, ça veut dire que je peux prévoir, et si je peux prévoir, ça veut dire que je peux négocier le prix à l'avance. Je ne me retrouve pas avec le couteau sous la gorge en disant tiens, il faut absolument de la ressource physique parce que sinon il y a tout qui va s'écrouler. Ensuite, ajouage chaud de serveur, bon ça fait plus longtemps qu'on le fait, les disques, les VM, la CPU, etc. Ça c'était des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur la version 4 avec la possibilité d'ajouter des périphériques à chaud. Évidemment, ça nécessite d'upgrader le hardware de la VM. Donc là on passe en version 7, de la version 4 à la version 7, on cherche à comprendre. Et évidemment, il faut que pour pouvoir ajouter ces périphériques à chaud, que l'OS qui est dans la machine virtuelle supporte ça. Sinon, on ne peut pas le faire. Ensuite, souplesse grâce à la mobilité des charges de travail, le DRS, distributeur ressources scheduling, qui était arrivé en juin 2006 avec la version 3. Ce DRS-là, je peux vous dire également qu'il va évoluer. Aujourd'hui, on a commencé avec du DRS qui était simplement au niveau de l'allocation ressources CPU. Je dirais long court terme, on va le faire également sur la partie réseau, sur la partie stockage. Réduction des coûts de gestion par application. Ensuite, la qualité de service. Attribution garantie des ressources appropriées. C'est le principe exact du pool de ressources. Je crée un pool de ressources, ça me permet à la fois d'assurer un minimum de CPU, mémoire pour mes machines qui se trouvent dedans, mais ça me permet aussi éventuellement de limiter la consommation de ces machines virtuelles-là. Suivi permanent des SLA avec AppSpeed. AppSpeed, c'est encore une fois, je dirais même c'est la seule solution aujourd'hui qu'on a qui permet de surveiller la partie applicative qui se trouve dans la machine virtuelle. AppSpeed, c'est une sonde que je mets sur mon réseau et qui va détecter les applications qui tournent au niveau de mon infrastructure. Par exemple, je vais pouvoir voir ce qui se passe entre une application qui utilise une base de données Oracle et l'utilisateur. Et donc je vais pouvoir voir ce qui se passe au niveau du trafic réseau et pouvoir savoir si jamais j'ai des soucis en termes de performance, si ça vient au niveau du réseau et du coup pouvoir anticiper et pouvoir résoudre le problème que j'ai avec cette contention. Donc AppSpeed, c'est une sonde que je mets en place. Si vous le mettez en place, c'est encore une virtual appliance, si vous le mettez en place, au début vous n'aurez rien du tout comme résultat. C'est-à-dire qu'il doit collecter de l'information, puis au fur et à mesure, vous allez voir des choses qui vont être cartographiées dans AppSpeed. Et que ce soit AppSpeed, Capacity IQ ou les autres produits, à chaque fois j'ai des plugins et donc j'ai toujours mon vCenter qui me permet d'avoir ma console d'administration centralisée et de pouvoir accéder à toutes ces solutions-là. Le VAPP, je vais en parler un peu plus loin, mais ça rentre également dans le suivi des performances de SLA. Et puis toujours en qualité de service, réponse proactive, rapide en cas de problème. Donc ça c'est achat, c'est les fault tolérances. Évolutivité dynamique des ressources en fonction des besoins applicatifs. Donc tout ça c'est des fonctionnalités qui sont offertes avec le VCF. Donc je vous parlais tout à l'heure
des applications critiques. Ça, c'est une étude qui a été faite sur 1038 clients VMware et on leur a demandé qu'est-ce que vous faites tourner en production sur du VMware. Et franchement, il y a quand même beaucoup d'applications qui, soi-disant, sont critiques, que certains éditeurs disent non, ça ne doit pas être virtualisé et qu'on retrouve quand même en production chez les clients. Une autre étude qui vient du Gartner, qui cette fois-ci n'a pas été posée à des clients VMware, mais a été posée à des clients tout court. Et 73% des clients affirment utiliser la virtualisation x86 pour les applications critiques en production. Donc aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que c'est virtualisable ou pas. C'est virtualisable. Et si on regarde encore une autre étude, cette fois-ci faite sur, je dirais, ceux qui sont encore réticents par rapport à la virtualisation jusqu'à ce qu'ils digèrent l'acquisition de Sun et de leur solution de virtualisation. Donc, Oracle, une base de données Oracle, en général, c'est de 2 à 4 processeurs, 6% utilisés, niveau de la mémoire, j'ai de 4 à 8 Go, pour la partie disque, j'ai 2000 IO, et sur la partie réseau, j'ai 2 mégabits par seconde. Si je compare ça par rapport à un vSphere, donc un serveur SX, je peux aller jusqu'à 8 CPU, 255 Go de RAM, 300 000 IO et 20 gigabits par seconde au niveau du réseau. Donc j'ai largement de quoi faire pour ma base de données. Alors que faut-il pour créer des services de cloud computing? Il faut tout d'abord un service d'infrastructure. Donc tout à l'heure je parlais, c'est plus de savoir sur quelle machine, non. Ce que j'ai, c'est il me faut des serveurs, enfin, de la ressource serveur, de la ressource stockage, de la ressource réseau. C'est ce qu'on appelle vCompute, vStorage et vNetwork. Ça c'est la partie, c'est la partie service d'infrastructure. Ensuite, sur cette partie on va dire, plus physique, il faut également des services d'application. Donc la disponibilité, la sécurité et l'évolutivité. Tout ça, c'est ce que j'ai à travers l'hyperviseur OSX. Ensuite, il me faut une console d'administration qui va me permettre de pouvoir gérer les ressources, appliquer des règles, mettre des droits, mettre des politiques, faire de la supervision. Ça, c'est vCenter Server. Mais ce n'est pas tout ce qu'il me faut. Il faut également des outils qui me permettent de pouvoir gérer, pouvoir faire de la planification, d'optimiser et contrôler. Et ça, c'est les logiciels style Capacity IQ. Donc c'est tout ce qui est dans la gamme vCenter. Et avec ça, je vais avoir la possibilité, il me suffirait simplement d'avoir une petite API vCloud qui me permettrait de pouvoir, à ce moment-là, libérer mon cloud interne de telle manière à ce que je puisse l'externaliser en fonction des besoins. Et le principe de cette API vCloud, c'est de pouvoir le voir dans mon vCenter et donc de pouvoir superviser et gérer toute mon infrastructure, qu'elle soit hébergée chez moi ou ailleurs. Je ne me soucie plus de savoir si c'est en local ou distant. Donc la portabilité de l'application est déterminante pour la mise en place du cloud. Et pour commencer avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? Avant, on pensait à la machine virtuelle. Et effectivement, si je dois pouvoir externaliser ma machine virtuelle, il faut que je puisse y rajouter des informations. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est de transformer ma machine virtuelle en OVF. L'OVF étant un format standard, c'est Open Virtualisation Format, qui me garantit la portabilité des VM entre plateformes. Donc ce n'est pas simplement que mon VMDK, ça va être aussi des informations type réseau, etc., que je vais avoir dans mon